Учебного года. Всем хорошей нагрузки, хороших учащихся, обучающихся, теперь надо говорить. Ну вот поскольку я буду вам говорить на французском, то у меня будет l'élève вместо обучающегося. Ну или apprenant. Хорошо? Значит, что хочу обговорить? Что мы с вами будем все-таки работать на двух рабочих языках, и писать вы можете, поскольку быстро сформулировать вопрос иногда легче на русском, пишите, пожалуйста, по-русски. И вопросы задавайте по ходу дела, не ждите конца. Возник вопрос, и пишите его. Я с удовольствием прервусь и отвечу вам на вопрос. Ничего страшного, наоборот, это интерактивный вебинар, поэтому это, так сказать, абсолютно, как мне кажется, адекватно. Так, ну что, у нас сегодня, aujourd'hui notre sujet c'est évaluation. Formatrice et formative. Donc, vous voyez là deux termes, deux mots qui correspondent en russe à un seul terme, обучающий. Bon, ça arrive. Par exemple, en russe, on a un seul terme, высказывание, et vous savez très bien, je l'espère, qu'en français, il y a deux termes, énonciation et énoncé. Donc, si vous voulez, c'est la même dualité pour formatrice et formative. Donc, le terme formative est centré sur l'enseignant et le terme formatrice est centré sur l'apprenant, sur l'élève. Voilà, si vous voulez. Cette formation a deux acteurs. D'une part, l'enseignant, et alors c'est une évaluation formative, et d'autre part, l'apprenant, et alors c'est une évaluation formatrice. Bon, on va comprendre ça avec plus de détails. Voilà. Oui. Bon, donc, là où on parle de l'évaluation formative, il faut dire que ça découle, si vous voulez, cette fonction formative ou formatrice, c'est surtout le fait que l'évaluation remplit un rôle informatif. Et je veux commencer par un petit rappel terminologique ou conceptuel, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup de variations dans la terminologie, c'est bien et c'est mal. En fait, moi, je suis plutôt, comment dire, tolérante, mais il faut, quand on parle et quand on discute, il faut quand même avoir un consensus. Il faut comprendre de la même façon certaines choses. On peut les appeler différemment, mais ce qui se cache derrière tel ou tel terme doit être compris de la même façon par ceux qui discutent. Donc, la première question à laquelle on va chercher ensemble une réponse. Tout d'abord, l'évaluation. À quel moment de votre cycle d'enseignement ça peut avoir lieu? Et naturellement, vous avez une évaluation pronostique
qui est faite surtout avant le cursus, puis vous avez l'évaluation diagnostique que vous pratiquez pendant votre cursus, et enfin, à la fin, vous avez plutôt l'évaluation sommative. Maintenant, qu'est-ce qu'on évalue? Quel est l'objet d'évaluation? Tout d'abord, des savoirs et des connaissances, des savoir-faire, des capacités, des habilités et des compétences. Naturellement, savoir et connaissance, c'est ce qui est de plus facile, si vous voulez, et puis ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, quels sont les outils d'évaluation? On distingue deux classes importantes d'outils. Naturellement, il y a une classe intermédiaire, c'est toujours possible, mais grosso modo, on parle des outils fermés et des outils ouverts. Qu'est-ce que c'est la réponse fermée et quelle est la priorité de la réponse fermée? C'est que vous pouvez mesurer cette réponse sans ambiguïté. Quelles sont les activités là? C'est QCM, questions choix multiples, exercice d'appariement, exercice de classement, texte lacunaire, test de closure et, comme on dit, croc, questions à réponse ouverte, courte. Encore une fois, quel est l'avantage? C'est que la correction est totalement objective. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui me semble très, très importante. C'est le fait que la fidélité ne peut pas être acquise qu'à condition que la conception de votre exercice réponde à toutes les exigences. Et très souvent, en tout cas, dans ma pratique, je suis tombée beaucoup de fois sur des QCM qui prétendaient l'objectivité et qui finalement étaient tellement mal faits que le fait que je comptabilise, ça sert à rien parce que il y a tout simplement des fautes dans la conception du test. Voilà, ne faites pas, essayez avant de proposer des QCM qui ne sont pas faites par vous. Ne les proposez pas à vos élèves sans au début les faire vous-même, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très, très ambigus, très mal faits, et donc pour que votre test soit formatif, il faut obligatoirement avoir la conception de ce test doit être correcte. Donc, qu'est-ce que c'est la réponse ouverte? Naturellement, c'est l'objectivité qui disparaît dans le sens que nous avons discuté, que nous avons noté. Donc, le rôle de l'évaluateur est renforcé, c'est lui qui décide, mais sa fonction, c'est quand même de rester objectif, et pour ça, il faut qu'il
comment dire, il faut qu'il se serve obligatoirement des critères correctement. Les critères doivent être évalués et celui qui corrige doit honnêtement se servir de ces critères et de répondre honnêtement à ce que le critère dit, si vous voulez, à ce que le critère veut apprécier. Donc, quelles sont les activités là? C'est un texte induit, c'est-à-dire un texte guidé où vous donnez un scénario très serré de ce qu'il faut faire. Puis c'est une analyse, un compte-rendu, une reformulation au tiers. Par exemple, vous avez un dialogue et vous demandez un monologue qui reprend la même information. Puis, naturellement, les sujets de synthèse, dissertation et tous les exercices créatifs qui sont très nombreux. Et là aussi, vous voyez que on va du plus, comment dire, de l'exercice le plus facile à l'exercice le plus difficile. Voilà, pour terminer, je vous donne les niveaux de maîtrise selon Léon Blum. Donc, il distingue 3 grandes catégories. L'élève connaît, l'élève est capable d'utiliser et il peut parler à propos d'un tel ou tel sujet. Et là, il me semble que le schéma est très sympathique. Vous avez là connaître, savoir, comprendre, savoir-faire, appliquer, capacité, analyser, discriminer et synthétiser, expliquer, formaliser, c'est-à-dire les attitudes par rapport à ce que vous dites. Voilà. Donc, maintenant, les supports pour les activités d'évaluation. Comment les choisir? Eh bien là, il y a tout d'abord niveau, il faut tenir compte du niveau de référence, niveau commun de référence, A1, A2, etc., jusqu'à C2. Puis, c'est la compétence langagière évaluée, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez à évaluer. La thématique de document, là, en choisissant le document, vous devez éviter tout ce qui peut choquer l'élève, donc question de religion, de guerre, très souvent problèmes de famille, divorce de parents, etc., etc. Ça, c'est plus ou moins clair et le plus souvent, on le fait. Maintenant, encore un point qui est beaucoup moins présent dans l'élaboration, dans le choix. C'est ce qu'on appelle la pertinence cognitive. Souvent, je ne sais pas, moi, en russe, je l'appelle временная доступность. C'est-à-dire que votre document ne doit pas parler, ne doit pas décrire, ne doit pas présenter quelque chose que l'élève, comment dire, n'a pas vécu dans son expérience. C'est-à-dire, il doit pouvoir comprendre la situation dont il s'agit. Parce que s'il le comprend, il est capable
de découvrir des éléments nouveaux. S'il n'a pas compris, si vous le placez dans une situation qu'il ne maîtrise pas du tout, il est très difficile, comment dire, de le motiver. Il est très difficile aussi de lui donner des repères pour qu'il mobilise son intuition, etc., etc. Donc, pour qu'il s'y oriente, c'est quelque chose de très important. Et là-dessus, je peux vous dire, bon, par exemple, quand il s'agit de l'exercice oral qu'on fait faire dans notre examen OGE, là où l'enfant ou l'élève doit participer au sondage téléphonique, il me semble que c'est là, justement, où les concepteurs n'ont pas tenu compte de la pertinence cognitive. Et en fait, j'en ai parlé à la responsable, mais bon, ils n'ont pas décidé de changer, mais il me semble que tout d'abord, c'est une pratique qui n'existe pas du tout chez nous, qui est très surveillée en France, parce que les mineurs, il n'y a pas de sondage auprès des mineurs, c'est pas correct. Et voilà, on met les élèves, on met les candidats dans une situation qu'ils n'ont jamais vécue en réalité. En russe ou en français, c'est pas grave. Et ceci, il me semble, pose des problèmes. Et finalement, c'est l'authenticité de documents que vous choisissez. Là-dessus, pourquoi je veux commenter ça? Parce que, tout d'abord, comment on définit les documents authentiques? Tout d'abord, ce sont des documents bruts qui sont élaborés par des francophones pour des francophones à des fins de communication réelle. Donc, ils sont produits dans des situations réelles et ils n'ont pas été conçus à des fins pédagogiques. C'est donc une définition de base. Mais, et là aussi, je renvoie, je suis obligée parce que, bon, on me pose souvent des questions sur des textes qui figurent surtout dans OGE. Et parfois, ce sont des textes authentiques peut-être, mais qui ne sont pas adaptés et modifiés en fonction de la situation d'apprentissage. Parce que là aussi, il y a une sorte d'authenticité, n'est-ce pas? Ce document authentique du point de vue de sa production, doit aussi être authentique du point de vue de l'apprentissage et du point de vue de l'évaluation qu'on veut faire. Donc, il doit être utilisable correctement. Et on reprend la même chose, il doit tenir compte des niveaux de référence, de la compétence langagière, de la thématique et de la pertinence cognitive. Et donc les modifications, on peut abréger, on peut peut-être un peu varier
la structure, par exemple les textes qu'ils choisissent pour la lecture orale. Mais on peut très bien quand même, sans trop modifier le texte, on peut scinder les phrases qui ont 40 et plus mots en 2 ou en 3, en faire 3 phrases, parce que la mémoire à court terme n'est pas capable, tout simplement, de maintenir une phrase comme ça. Donc, il me semble, je parle toujours et surtout de l'oral, parce que vous savez que j'ai préparé un petit bouquin sur la préparation pour l'oral Ogé et Yégué, et il me semble que ceci, on pourrait le faire, les constructeurs auraient pu faire ça sans trop de dégâts, hein. C'est-à-dire le texte ne changerait pas de façon trop dramatique. Mais ça faciliterait la tâche et ça serait beaucoup plus correct du point de vue justement de la situation d'évaluation. L'authenticité évaluative serait mieux respectée. Maintenant, à quel moment du cursus, selon vous, l'évaluation devient un outil de formation? Donc, si on conserve les 3 dont nous avons parlé, eh bien, naturellement, c'est pendant. Parce que avant, surtout, vous voulez... pourquoi on fait ça avant? Pour former un groupe, pour choisir un programme, etc., etc. Et votre objectif est surtout pas de former, mais justement de préparer, de faire un groupe pour une formation optimale. Et à la fin, naturellement, votre but est différent, tandis que justement, pendant la préparation ou pendant le cursus, vous pouvez vous servir de votre instrument évaluateur pour former. Et donc, formatrice, elle est pour l'élève, comme j'ai déjà dit, et elle est formative pour l'enseignant. Donc, parce que il analyse des erreurs, il revient à son programme, à son exercice et il peut apporter des modifications. Puis, n'oublions pas qu'il prépare obligatoirement pour que l'évaluation soit formative. Elle doit être suivie toujours. Les résultats sont toujours discutés avec les élèves. C'est une étape indispensable pour que l'évaluation remplisse le rôle de formation. Voilà. Maintenant, l'évaluation, puisque nous parlons de l'évaluation formative qui se fait pendant le cursus, on dit naturellement qu'elle est assez fréquente. Et surtout quand vous préparez, par exemple, votre classe à l'examen Ogé, Yégué, naturellement, vous faites des tests régulièrement. Mais pour que votre travail, pour que le fait de réaliser ces exercices que vous proposez remplissent une fonction formatrice, il faut quand même,
et c'est les neuroscientifiques en parlent tout le temps. Il faut que ce ne soit pas une répétition, une reprise fidèle de ce qui a été déjà fait. Donc, il faut créer un décalage entre quoi? Entre la structure du sujet, c'est-à-dire entre ce que l'élève maîtrise déjà, il sait déjà faire, et la structure de la tâche qu'il exécute, c'est-à-dire ce que vous introduisez dans votre instruction, dans votre consigne. Naturellement, ça peut être, si on revient à nos points, qu'est-ce qui peut changer? Naturellement, vous pouvez un tout petit peu changer la complexité de votre texte, par exemple. Vous pouvez, par exemple, diminuer un peu le temps que vous donnez pour réaliser le test, sans trop changer le sens. Mais l'essentiel est quand même de mettre l'élève devant un outil qui le fait réfléchir autrement, qui le fait agir autrement, qui suppose qu'il mette en place une stratégie un peu différente. C'est ce qu'il y a de plus important et de plus formateur dans l'exercice de test, dans l'évaluation formatrice. Et pour que l'évaluation, outre cela, pour que l'évaluation remplisse le rôle formateur, il faut qu'il y ait un dialogue très clair et très net entre l'élève et l'enseignant. Tout d'abord, il doit connaître les consignes et même souvent participer à l'élaboration de ces consignes. Il doit maîtriser les caractéristiques de l'objet qu'il va produire. Les critères, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est le plus important pour la réussite et au contraire, quelles sont les erreurs pour lesquelles il sera vraiment puni. Les modalités d'implication dans le travail, expliquer pourquoi ce test, quelle est l'utilité de ce test pour lui, pour sa progression, etc. Parce que c'est extérieur, mais c'est un facteur très important. On est tous pragmatiques, les jeunes comme les adultes. Naturellement, les critères d'évaluation, les critères et les consignes, normalement, doivent être discutés obligatoirement avec les élèves. C'est la meilleure façon, comment dire, d'obtenir cet effet formateur dont on parle. Et voilà l'illustration, une toute petite illustration. Ça a été... Ah ben, excusez-moi, j'ai pas changé. C'est la note sur 25. Vous allez changer vous-même. Donc, voilà. C'était un concours d'une des sessions
de l'Olympiade. Donc d'abord, on présente la situation, puis on formule la consigne en expliquant le plus, comment dire, avec plus de détails que vous pouvez donner, avec le maximum de détails, et puis les paramètres de réussite. Et ces paramètres de réussite sont en étroite corrélation avec les critères. Vous pouvez voir nettement que vous avez, bon, par exemple, localisation события во времени и пространстве. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais là? Je reformule de façon plus, comment dire, plus simple, moins scientifique, moins méta-linguistique, de façon simple et en français naturellement, parce qu'ils doivent comprendre en français. Si c'est par exemple le niveau A1 ou le niveau A2, vous pouvez très bien reformuler ces conseils d'écriture, par exemple, en russe. Pourquoi pas? L'essentiel qu'ils comprennent ce que vous attendez d'eux. Voilà. Donc, à vous de voir. Ah non, c'est 20, d'accord. C'est toujours 20. Non, je crois que j'ai... attendez, non, c'est 20. Bah, d'accord, c'est 20. Excusez-moi. Ça colle tout à fait. Bien. Si vous avez des questions là-dessus, peut-être tel ou tel critère vous paraît, comment dire, provoque une question, peut-être un petit commentaire sur la différence qui existe avec la façon dont on formule les critères dans les examens OGE et YEGE, où à côté le barème est accompagné de reformulations verbales de ce que la note prévoit. Bon, donc là, j'aurais dû, ici où il y a deux, de dire qu'est-ce que c'est la localisation pour, par exemple, pour pouvoir mettre 1. Je ne sais pas, il me semble que ça alourdit beaucoup la correction et ça alourdit le travail des correcteurs. Il me semble que chacun de nous est capable de comprendre si c'est 2, comment calculer ça. Bon, donc je ne vois pas la nécessité de donner là 3 reformulations différentes. C'est inutile pour moi. Bon. Maintenant, qui évalue et qui corrige? Donc là, vous avez 2 cas de figure. C'est d'abord l'évaluation unilatérale. C'est le maître, l'enseignant qui corrige et qui après discute
avec les élèves, leurs résultats, ou ce sont des évaluations multilatérales ou bilatérales, c'est-à-dire les évaluations qui demandent à l'élève de participer au processus même d'évaluation. Et donc là, vous avez tout d'abord l'auto-évaluation. J'attire votre attention sur les 2 orthographes qui sont possibles. Puis c'est l'évaluation mutuelle. C'est les élèves qui se mettent à 2, à 3, à 4 pour corriger. Et c'est la coévaluation, c'est-à-dire les élèves plus l'enseignant, c'est-à-dire évaluation que vous pouvez faire dans la classe carrément. Et en fait, c'est que, en tout cas pour tout ce qui est la production écrite, il me semble que c'est la meilleure chose à faire. Je vais m'arrêter là-dessus. Bon, là, une reformulation de ce qui a été dit. Vous allez revoir vous-même, je ne vais pas reprendre ça. Je m'arrêterai sur l'évaluation qu'on fait. Je répète que c'est surtout pratique pour la production écrite. Parce que je crois que la correction qu'on fait en corrigeant les productions justement écrites et qu'on rend après, ça sert à rien. Qu'est-ce qui disparaît là? Quelque chose de très important, c'est le feedback qui doit exister. Et moi, par exemple, comment je fais, même avec les étudiants, surtout avec les étudiants, on fait une photocopie d'une copie et tout le monde corrige ça ensemble. On corrige ensemble, on dit pourquoi, on s'explique, on pose des questions. Il y a toute une discussion autour qui est, je dirais, très, très formatrice. Et pour vous dire, naturellement, ce qui est le plus, quelle partie est surtout à discuter, pour moi, c'est naturellement la tâche communicative, c'est le contenu. Parce que pour la langue, bon, ils ne sont pas toujours au niveau, mais tout ce qui concerne la structure, la logique, l'argumentation, les exemples, ils sont même beaucoup plus exigeants que l'enseignant. Ils voient beaucoup mieux. Et le fait qu'ils voient, qu'ils découvrent ça, qu'ils comprennent que eux-mêmes, ils trouvent une, comment dire, une violation d'une logique, la mauvaise structuration du message. C'est quelque chose qui déclenche, qui est toujours mémorisé beaucoup mieux que toutes les paroles que vous pouvez dire à ce propos une semaine après le travail. Voilà. Donc, voilà un tout petit peu, si vous voulez, la conclusion de ce que je viens de dire. Et là, on a travaillé avec les élèves de Moscou qui ont été
qui ont été... c'était un petit cursus de préparation qu'on organise à Moscou pour les écoliers. Et justement, on a pratiqué ça. Et je vous dirais qu'ils sont beaucoup plus motivés quand ils font ça, tout d'abord. La motivation est tout à fait différente par rapport à, comment dire, à l'étape où je vois quand ils reçoivent une copie corrigée avec mon crayon rouge, pratiquement aucune attention. Ils regardent comme ça en remettant après dans son cahier. Voilà. Donc, essayez de pratiquer ça. En fait, même les tests, même les QCM peuvent être corrigés de la même façon, en groupe. Vous les faites refaire ça, encore une fois. Proposez une autre variante, discutez pourquoi c'est la meilleure, etc., etc. Donc, pour comment dire, mettre en place l'évaluation formatrice et formative, encore une fois, on reprend un tout petit peu. Il faut que tout soit clair pour les deux acteurs essentiels. Même, bon, je crois que si vous faites ça dans votre classe, il n'y a que deux acteurs, mais si il y a un correcteur extérieur, il y a même trois acteurs, c'est-à-dire vous préparez au test, il y a votre classe et il y a un correcteur extérieur qui vient avec son propre test. Donc, dans tous les cas, il faut qu'il y ait une, comment dire, que ça, ceci est complètement clair sur tous les points de vue que vous avez là. Quels critères, quel objectif, combien de temps, quelles sont les consignes. Les consignes doivent être comprises de la même façon, même par le plus faible que vous avez dans votre groupe. N'est-ce pas? S'il ne comprend pas, donc traduire pour lui, pour qu'il comprenne. Et naturellement, la grille, les critères et les barèmes. C'est l'étape d'anticipation. Après l'évaluation, l'analyse obligatoire, то, что называется разбор работ, обязательно. Vous pouvez faire cette analyse individuellement, ça dépend, mais ça, il y a des élèves avec qui il faut faire ça individuellement, ou peut-être un peu varier la discussion. Vous pouvez discuter individuellement sous forme de consultation. Vous pouvez discuter dans la classe. Vous pouvez discuter, organiser une discussion entre vous et élèves, etc., etc. Donc voilà, c'est une étape, comme on dit, rétroactive. Et quel est l'avantage de la présence et quelle est la pertinence
des 2 premières étapes, c'est que, encore une fois, l'élève participe à l'élaboration des critères. Donc, il comprend ce qu'on attend de lui. Donc, quand il comprend ça, il est capable de planifier, d'anticiper. Ça, c'est très, très important. Et la neuroéducation, les neurolinguistes soulignent que ceci est absolument indispensable pour motiver et pour optimiser l'apprentissage. Et puis, naturellement, une analyse et l'explication et la discussion qui est organisée autour des erreurs. Parce qu'une erreur est quelque chose d'important dans l'apprentissage. L'erreur permet de comprendre ce qu'on n'a pas compris. L'erreur est indispensable. C'est quelque chose de très, très positif. Et il faut discuter comme ça. C'est un angle d'attaque. Ne pas, punir pour l'erreur, mais essayer de dire en quoi l'erreur montre quelque chose de positif. Là aussi, c'est une recommandation des neurolinguistes. Parce que la cognition demande ça. Et finalement, tout ce qu'on fait, toute notre vie, on fait des erreurs. On comprend qu'on a mal fait et on se corrige. Voilà. Donc, le feedback est quelque chose de très important. Sans punir, sans dire que c'est uniquement mauvais, mais expliquer pourquoi, toujours ce pourquoi. Pourquoi on a mal choisi l'article? Ah, parce qu'on a pensé comme ça. Ah, on n'a pas vu quelque chose. Il faut donc, si on tient compte de ça, bah alors on ne fait pas cette erreur. Donc vous voyez que si vous organisez ce retour, cette analyse, sans dire il faut. Non, la langue est quelque chose de très plastique, comme d'ailleurs notre cerveau, hein, qui est aussi très plastique. Voilà. Donc, si on fait tout ça, c'est-à-dire si notre évaluation est formatrice et formative, il y a beaucoup de chances qu'elle devienne l'évaluation positive. Vous savez que maintenant, on est, bon, en tout cas, les didacticiens, les pédagogues français discutent beaucoup la notion de l'évaluation positive. Mais c'est toujours l'évaluation positive, elle ne peut être autre chose que l'évaluation formatrice et formative. Parce que, qu'est-ce qu'il y a là dans l'évaluation positive? Tout d'abord, cette lisibilité pour tout le monde, n'est-ce pas? Puis, vous mesurez le degré, c'est-à-dire il y a toujours la dynamique. Vous ne dites jamais que c'est fini, tu connais rien, c'est un 2, etc., etc. Il y a toujours le degré, il y a toujours l'ascension, il y a toujours la progression, la dynamique.
hein, que vous avez en vue et que vous essayez de présenter comme ça, même si les résultats ne sont pas toujours excellents. Et donc, il s'agit de valoriser ces progrès. Donc voilà une conclusion à laquelle on arrive. C'est que l'évaluation positive dépasse le constat pour aider l'élève à progresser. Et évaluation et motivation sont étroitement liées. Bon, voilà, en quelque sorte, l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et maintenant, j'ouvre une petite parenthèse pour vous parler, pour faire un commentaire en fait, de ce que les neuroscientifiques, il me semble que c'est un commentaire très important pour nous, et justement quand il s'agit de faire de notre évaluation un outil de formation. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les points qu'il s'agit de commenter? Tout d'abord, ils constatent, pas seulement ils disent, mais il y a des expérimentations qui sont faites. Et c'est une constatation, ça c'est important de comprendre. Donc, l'apprentissage est beaucoup plus efficace si, au lieu de l'étude, vous pratiquez des tests. Si, naturellement, il faut étudier. Mais reprendre toujours la relecture et la révision des règles, finalement, est beaucoup moins efficace que l'activité d'évaluation. Pourquoi? Parce que on constate qu'il s'agit là que le résultat, c'est que la consolidation des apprentissages est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que la révision, disent les neuroscientifiques, est une démarche passive, n'est-ce pas? Bon, on relit, on comprend ce qui est dit, mais le cerveau reste passif. Tandis que la restitution des savoirs et des savoir-faire nécessite un engagement et ça produit le renforcement des connexions neuronales, c'est-à-dire les neurones forment des réseaux. Et si l'élève récupère en mémoire et s'il le fait à plusieurs reprises, vous formez une sorte de, comment dire, c'est un réseau qui se forme, c'est une sorte de trace. Et vous, comment dire, vous arrivez à faire un lien entre la mémoire de travail, où le savoir se construit quand vous agissez
actuellement, quand vous faites quelque chose actuellement, c'est votre mémoire de travail. Mais pour que le résultat de votre travail soit mémorisé dans la mémoire sémantique, c'est-à-dire dans la mémoire à long terme, il faut que ce processus soit repris plusieurs fois. Alors, il y a une sorte de tracé, de trace. Et quand vous prenez ce sentier ou quand vous refaites le même sentier plusieurs fois, ça devient une route, n'est-ce pas? Et puis une autoroute. Vous commencez à comprendre, à maîtriser non seulement un élément de savoir, mais aussi ce savoir ne reste pas abstrait, mais il se transforme en savoir-faire. Vous êtes capable de mobiliser le savoir pour résoudre un problème. Et ceci se fait rarement quand vous restez dans une, comment dire, dans un état de contemplation passive. Et au contraire, quand vous êtes, quand vous refaites, quand vous êtes obligé de reprendre la même procédure dynamique, là, votre sentier, votre petite trace devient une autoroute. Voilà, c'est la première conclusion. C'est-à-dire, il faut tester et ne pas avoir peur parce que reprendre le test permet d'apprendre efficacement. Maintenant, deuxième élément très important, c'est corriger immédiatement. Nous avons parlé avec vous de la correction, des façons de corriger, et il me semble que là, ce qui est très important, justement, c'est d'abord, selon les neuroscientifiques, il ne faut pas comment dire, retarder la correction, les résultats. Il faut que le temps entre la réalisation du test et la correction soit très court. Ceci est très important. Donc, le feedback immédiat, c'est quelque chose qui permet de comprendre où on a mal fait, parce qu'on se souvient pourquoi on a mal fait, si on a fait mal, n'est-ce pas? Et cette correction est très, très productive, très efficace. Parce que si une semaine passe entre le test lui-même, l'exécution et la présentation des résultats, bah, vous pouvez être sûr que votre élève a déjà oublié comment il a réfléchi, pourquoi il a répondu comme ça. Il ne peut pas s'en souvenir. Donc, c'est un peu votre démarche d'explication, elle est perçue autrement, ce qui est logique. Hein. Je ne me souviens pas, hein, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Tandis que si vous corrigez immédiatement, au contraire, vous corrigez au chaud, je comprends ce que j'ai mal fait. Voilà, c'est pour ça que je dis poser des questions pendant et pas après. Malheureusement, on n'a pas comment dire, on n'a pas la situation qui s'y prête, mais en tout cas, pendant l'explication, je vous souhaite d'autoriser vos élèves, de leur dire, ben, posez-moi des questions dès que la question vient dans votre tête. Voilà.
Donc, corriger, essayer de corriger immédiatement. Et consolidation de la mémorisation. Donc, là, très souvent, on confond ça. On dit comprendre, c'est si on a compris, on a mémorisé. Eh bien, non. Eh bien, non. Et ceci est prouvé aussi par les neuroscientifiques. Je peux vous dire, et là je cite, que les neurobiologistes ont constaté, vous savez que notre cerveau c'est électricité et c'est une usine électrique et chimique, eh bien comprendre, disent les neurobiologistes, modélise la production de sodium dans la tête, n'est-ce pas? Tandis que mémoriser libère du calcium. Vous voyez que chimiquement, ce sont deux processus différents. Et pour la réussite, il faut faire autrement. Ce n'est pas automatique. Et d'une part, naturellement, comprendre, c'est un premier pas pour former dans le cerveau une trace mnésique. Mais cette trace mnésique, pour qu'elle ait trace de mémoire, pour que justement de la mémoire de travail, on passe à la mémoire sémantique, à la mémoire à long terme, il faut une consolidation. Et s'il n'y a pas cette étape de consolidation, la compréhension disparaît. Elle s'efface parce que le cerveau n'est pas un disque dur. Vous ne pouvez pas y mettre une information pour que ça reste pour toute la vie. Non, il faut renouveler, il faut pratiquer. Et vous savez très bien qu'il y a plein de choses qu'on a appris il y a longtemps, qu'on a oubliées, qu'il est tout simplement que nous effaçons tout simplement, que nous évacuons de notre mémoire sémantique parce qu'on ne pratique pas. Eh bien, justement, il faut toujours reprendre, réactualiser, etc., etc. L'essentiel est que ça ne soit pas une répétition, comment dire, automatique. Ce n'est pas la même chose qu'il faut faire. Il faut à chaque fois varier comment dire, la tâche. La tâche doit être variable. Voilà. Bien. Donc, on arrive à la conclusion. Et cette conclusion, vous l'avez. Donc, quels sont les objets? C'est d'abord les connaissances et les savoir-faire, зуны наши любимые, et la modélisation de ces savoir-faire et de ces connaissances dans des situations variées, n'est-ce pas? Et justement, comme nous l'avons vu, si
on ne les mobilise pas dans des situations variées, les connaissances et les savoir-faire ne servent pas à grand-chose. Ça, il faut le comprendre et il faut donc pratiquer. Il faut introduire cette mobilisation tout le temps et varier cette mobilisation. Puis, qu'est-ce qu'on recommande, qu'est-ce que je recommanderais à l'enseignant? Tout d'abord, construire une certaine stratégie d'évaluation. Et dans cette stratégie d'évaluation, essayer pour chaque élève trouver quelque chose de positif. Et ceci est possible. Il peut, par exemple, ne pas très bien faire, je ne sais pas, mais on peut toujours trouver du positif. C'est absolument, comment dire, c'est même simple. Et donc, si vous lui dites, bah écoute, là, c'est pas bien, là non plus, mais regarde, là, tu as très bien vu. Je suis sûre que c'est peut-être une légère manipulation, mais c'est une manipulation absolument indispensable pour le motiver, pour lui donner un petit repère de progression. Puis, naturellement, distinguer les différentes finalités de l'évaluation. Et surtout ne pas s'arrêter sur la reprise mécanique, assez mécanique, on le fait, et c'est malheureusement quelque chose qui est pratiqué lors de la préparation au YG. On fait vraiment automatiquement les mêmes choses sans, comment dire, et finalement, ça, pour vous dire, ça donne rien. Parce qu'on perd l'intérêt, ce qui est l'essentiel, on perd la motivation. Donc, quand même si vous préparez un exercice très précis, dans la préparation, il faut qu'il y ait une variabilité de support, variabilité des tâches, etc., etc. Puis, naturellement, varier la présentation des résultats. Inclure auto-évaluation, co-évaluation, etc., etc. Parce que à chaque fois, l'élève joue un rôle différent. Il y a des élèves, et j'ai observé ça plusieurs fois, il n'arrive pas à faire lui-même, mais il voit très bien, il repère les erreurs. Mais puisqu'il sait repérer, très rapidement, s'il fait ça, il commence à se corriger lui-même, et ainsi de suite. Bon, il y a de différentes, comment dire, structures du cerveau et très variées aussi, très variables. Et donc, on peut voir les fautes des autres beaucoup plus que ses propres fautes.
mais on peut l'exploiter pour corriger ses propres fautes aussi. Puis, les critères de réussite, ou, comment dire, qui ne sont pas seulement, comment dire, les critères de réussite qui vous permettront de montrer à chacun, de dégager dans la démarche de chacun quelque chose de positif, n'est-ce pas? C'est-à-dire privilégier la démarche individuelle de vos élèves. Et à chaque fois, le dire, et à chaque fois, montrer, ben écoutez, par exemple, là, vous avez fait de telle façon, ah, tu as très bien fait, comparer ces démarches et montrer à quel point les deux contiennent quelque chose d'original, d'individuel, etc., etc. Même si le résultat est peut-être pas très, très, très bon. Quand même, il y a des cas, et ça existe, où le résultat est médiocre, mais la démarche a été bien trouvée, hein, mais seulement c'est les moyens qui ont manqué, etc., etc. Bon, puis naturellement, fixer les évaluations au moment quand même où les élèves sont prêts à réaliser correctement ces évaluations. Ne pas les mettre dans, si par exemple ils ont fait une excursion la veille de votre évaluation, peut-être on peut déplacer l'évaluation, même si elle a été fixée à ce jour-là. Puis, pendant l'évaluation, il me semble qu'on peut parfois, pas toujours, mais parfois participer, répondre aux questions, expliquer quelque chose qui n'est pas clair, n'est-ce pas? C'est-à-dire ne pas partir ailleurs. L'enseignant peut pratiquer des évaluations différentes. Vous pouvez vraiment pratiquer une évaluation où vous êtes parti, mais c'est plutôt une évaluation sommative. Quand il s'agit de l'évaluation formative, eh bien, vous pouvez très bien participer et répondre aux questions, aider surtout quelqu'un quand vous voyez qu'il hésite là, où un seul mot ou un seul geste vous permet de récupérer cette situation, ne pas hésiter à le faire. Voilà. Et naturellement, le retour de l'évaluation doit être explicite. C'est pas une feuille, une copie rendue sans commentaire. Non, ça doit être expliqué, repris, retravaillé, discuté, et les façons de discussion sont très différentes. Il faut les varier. Il faut les varier parce que chacun a, vous avez des élèves qui sont tous très différents. Et donc, il faut que chacun puisse y trouver
son bonheur dans votre explication et dans votre discussion. Ben voilà, grosso modo, j'ai épuisé mon sujet et voilà, je lis vos questions. Si l'élève a peur et ne veut pas le faire, écoutez, l'évaluation n'est pas intéressante. Ça, tout d'abord, lui dire pourquoi il faut cette évaluation. Si vous préparez à un examen, si vous préparez à une épreuve, si votre élève, je ne sais pas, doit avoir une note finale dans le semestre ou le trimestre, ben vous lui dites. Vous dites que, écoute, si tu veux une bonne note, si tu veux que je te mette une note, vous mettez quand même des notes. Donc, c'est une étape absolument obligatoire. Si tu ne participes pas, tu n'auras pas de notes. Première chose. Puis, discuter avec toute la classe et leur proposer de dire leur avis, quel type d'évaluation ils préfèrent. Par exemple, comment vous voulez qu'on organise ce travail de contrôle? Quels sont les points, enfin les sujets ou les thèmes ou je ne sais pas, les règles que vous voulez qu'on contrôle, par exemple? C'est-à-dire discuter avec eux, leur proposer plusieurs exercices et dire, ben, écoutez, qu'est-ce qui vous paraît le plus important, le plus intéressant à faire? Et décider ça d'un accord commun, tout le groupe. Ou peut-être, si par exemple, votre groupe est très... comment dire, contient des sous-groupes qui ne sont pas d'accord, ben vous pouvez proposer deux types d'évaluation, pourquoi pas. Il y a un groupe qui fait les verbes, par exemple, qui reprend l'exercice sur la concordance des temps, et d'autres qu'ils écrivent un texte induit avec les mêmes verbes, n'est-ce pas? Vous leur faites faire autre chose. C'est possible. Il me semble que très souvent nous imposons trop des choses. Il me semble qu'on peut très bien s'appuyer sur et tenir compte de ce qu'ils proposent. Très souvent, ils sont suffisamment intelligents pour nous souffler des choses intelligentes. Oui, ça va peut-être vous demander de faire deux tests au lieu d'un seul. Bon, d'accord, mais quand même. Voilà, bon. Да, согласна. Ну, что вам сказать? Знаете, я хочу вам сказать одно. Я сейчас занимаюсь со своей внучкой, которая хочет сдавать ОГЭ. И все это прохожу, грубо говоря, вот на собственной шкурке. Вы знаете, здесь, наверное, нужно, во-первых, сказать, что, во-первых, показать, какие два ответа возможны.
и объяснить, почему. То есть не просто констатировать, здесь можно и то, а попытаться объяснить, почему авторы дают именно этот ответ. Потому что на самом деле объяснить это можно. Каждый из нас, когда он делает тест, у него есть своя логика. И я в таком случае своей внучке объясняю так. Я ей говорю, понимаешь, да, то, что ты предложила, это возможный вариант. Но в таком случае ты не учитываешь вот то-то, то-то, то-то. А если ты это учтешь, то ты как раз попадешь на ответ, который дается в ключах. То есть, я возвращаюсь все к тому же. Язык – вещь очень, как сказать, гибкая, очень пластичная. Иначе он бы умер давно. Но язык позволяет даже не 2, а иногда и 3 ответа. Весь вопрос в том, с какой точки зрения ты берешь, какова точка зрения, по которой tu abordes ce problème. И вот мне кажется, что здесь очень важно не говорить, что вообще это просто дичь собачья, потому что это неправильно. Потому что все-таки люди сидели, думали, и очевидно за этим что-то стоит, а попытаться найти это и попытаться это объяснить. Вот тогда и отношение к этому будет другое, и позиция будет другая. Понимаете? Вот, собственно, это не игра в угадайку, это просто немножко более, как сказать, более глубокое проникновение в сам текст. Вот такой я вам дам ответ. Но во всяком случае сказать, что это, есть, конечно, ошибки, есть, я согласна с вами. Сказать о том, что это ошибка, все люди ошибаются. Ничего не делать. Ничего, если там 2 раза будет заложена какая-то ошибка, что же, это не значит, что ты не сдашь экзамен. Вот. То есть это тоже надо принимать во внимание. Вот вы будете читать мой текст моей презентации, может быть, найдете пару ошибок в орфографии или еще в чем-то. Я же живой человек. И все мы живые люди. И бывают и опечатки, и в ОГЭ, и в ЕГЭ. Все это бывает. Вот, не знаю, ответила я на ваш вопрос или нет. Еще? Нету? Нет. Что, тогда, коллеги, что сказать? Пожелать вам всего лучшего, все-таки хорошего учебного года и хороших детей. Вообще они хорошие у нас, они умненькие все. Только зацепить их не всех удается. Что делать? Надо пытаться. Поэтому давайте с вами организовывать évaluation formatrice et formative, чтобы она и нас с вами обучала чему-то, чтобы это оценивание и нас учило чему-то, и чтобы оно учило и наших учеников. Спасибо. До свидания.